Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo histoire de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler folklore japonais puisque je vais vous raconter l'incroyable légende d'Oichi l'aveugle. Comme vous l'avez vu dans le titre, il va y avoir de la musique, de l'horreur, des fantômes, mais surtout beaucoup de mystères. Cette histoire est très connue au Japon, c'est pourquoi je vais tout d'abord vous conter cette légende, puis vous donner les différentes analyses que l'on peut en faire, et enfin parler de ses nombreuses adaptations. Alors préparez-vous à plonger dans les mystères de la légende d'Oichi l'aveugle et de sa rencontre avec les fantômes. Notre histoire prend donc place au Japon entre les époques de Heian et de Kamakura. L'époque de Heian est considérée aujourd'hui comme l'âge d'or de la culture et de l'art japonais, notamment à travers la poésie, la peinture et la littérature. Mais c'est également une période charnière et marquante pour ce pays. En effet, elle a entre autres vu l'expansion du bouddhisme, religion fortement liée au mysticisme. Il se développe principalement au sein des classes dirigeantes à travers la construction de nombreux temples, tout en cohabitant avec le shintoïsme, religion déjà en place dans le pays, et se dispersant grâce au voyage des moines dans les campagnes. Politiquement, l'époque Heian était une période de paix et de prospérité pour la cour impériale. Mais de nombreuses révoltes paysannes éclatèrent dues à l'augmentation des impôts. Décidément, c'est pas si récent que ça les problèmes avec les impôts. C'est donc afin d'éviter la pression des gouverneurs de province ou kokushi que les petits paysans se placèrent sous la protection de puissantes familles qui possédaient des terrains. Ces familles récoltèrent suffisamment d'argent pour engager des armées privées, constituées principalement de guerriers professionnels, considérés aujourd'hui comme les ancêtres des samouraïs. Ces guerriers loyaux, connus sous le nom de bushi ou kuge, servaient la noblesse et ils les défendaient contre les envahisseurs étrangers et les rébellions internes. Ils étaient également chargés de maintenir l'ordre public et de collecter les impôts, mais n'étaient pas encore encadrés par un code de conduite comme les samouraïs avec le Bushido. Bushi, Bushido ont fait rapidement le lien entre les deux. Oichi, le personnage de notre histoire, était donc un ménestrel ou biwa oshi, c'est-à-dire un artiste, musicien, chanteur et conteur. Il était reconnu dans le pays entier pour son incroyable utilisation du biwa, un luth japonais en bois. Mais ce qui différencie le plus Oichi de ses pairs, outre le fait qu'il soit un artiste de talent, c'est son handicap. En effet, Oichi est aveugle, mais que ce soit de naissance ou dû à un accident, cela n'enlève rien à son talent. Il était reconnu pour son interprétation du Heike Monogatari ou Dide Heike, une épopée racontant la lutte entre les clans Minamoto et Taira au XIIe siècle pour le contrôle du Japon, et dont le point culminant fut la bataille de Danura en 1185. Ce conte est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands classiques de la littérature japonaise médiévale et est connu de tous. La bataille de Dan-no-ura est d'une importance capitale pour le Japon puisqu'elle marque le passage de l'ère de Heian à l'ère de Kamakura. C'est en effet dans le détroit de Shimonoseki que la bataille éclate entre les Heike du clan Taira et les Genji du clan Minamoto. Après une demi-journée de bataille, les Genji vaincurent les Heike, mais beaucoup périrent dans la rencontre, y compris des femmes, des enfants, ainsi que le jeune empereur du clan Taira, Antoku Tenno. La zone où a eu lieu la bataille est aujourd'hui connue pour être hantée. Des choses étranges peuvent être vues ou entendues le long des rives, et lors des nuits sombres, des feux fantomatiques appelés feux de démons ou onibi planent au-dessus des vagues et de la plage. Selon certains dires, la région habiterait même encore aujourd'hui des esprits agités. C'est donc cette célèbre bataille que comptait Oichi avec talent. Malgré sa grande pauvreté due à son double statut d'artiste et d'aveugle, son ami, le prêtre du temple d'Amidaji, lui demandait souvent de jouer et de réciter ses histoires au temple où est enterré l'empereur Antoku, décédé dans la bataille. Après un certain temps, il lui proposa même d'y habiter et de jouer occasionnellement pour les prêtres. Un soir, Oichi est approché par un samouraï brusque et mystérieux qui lui demande de jouer pour son seigneur. Le ménestrel accepte et est conduit dans la maison d'un puissant daimyo qui lui demande une représentation du Heike Monogatari pour sa cour. La performance d'Oichi est accueillie par des éloges et émeut même son public aux larmes. C'est pourquoi il lui est demandé de revenir le lendemain à la tombée de la nuit afin qu'il puisse conter la suite de son histoire. Mais avant que le serviteur ne le ramène à son temple, Oichi apprend que le noble pour qui il vient de jouer voyage en secret dans la région et il lui est fortement recommandé de ne pas en parler. Sinon, quick. Le lendemain soir, les samouraïs revinrent donc chercher Oichi dans ses quartiers et le ramenèrent au noble. Cependant, cette fois-ci, l'absence d'Oichi fut découverte par son ami, le prêtre du temple d'Amidaji. Méfiant, il demande à ses serviteurs de garder un œil sur Oichi afin de savoir où il se rend,
Le voyant quitter le temple, les serviteurs le poursuivirent dans la nuit et le trouvèrent, jouant frénétiquement de son biwa au milieu du cimetière d'Amidaji, dans la tombe de l'empereur du clan Taira, Antoku Tenno. Les serviteurs amenèrent donc Oichi au temple et racontèrent aux prêtres ce dont ils avaient été témoins. Réalisant qu'Oichi fut ensorcelé par les soldats fantômes du clan Taira, le prêtre jure de sauver son ami de futures supercheries. Il peint le corps entier d'Oichi avec les caractères kanji du Sutra du cœur pour le protéger, et il lui demande de rester complètement silencieux et immobile la prochaine fois que le samouraï viendra le chercher pour une nouvelle représentation. Le troisième soir, le samouraï appela Oichi comme à son habitude, mais il ne reçut cette fois-ci aucune réponse. S'approchant des quartiers du ménestrel, le guerrier remarqua qu'il avait disparu. En effet, les kanji du Sutra du cœur apposés sur le corps d'Oichi par le prêtre le rendirent invisible. Malheureusement, le corps de l'aveugle ne fut pas totalement recouvert, puisque les oreilles avaient été oubliées. Le guerrier ne vit donc que les oreilles d'Oichi flottant au-dessus du sol, et c'est dans une colère noire qu'il les lui coupa afin de les rapporter à son maître, prouvant que le Biwa-Oshi ne jouera plus jamais, ni pour eux, ni pour personne. Le prêtre découvrit plus tard Oichi saignant de ses blessures. Il fut soigné et rapidement rétabli pour ne plus jamais être dérangé par les fantômes. Libéré de ses démons, Oichi l'aveugle devint Oichi sans oreille et il put à nouveau conter les récits de son pays, en plus des siens. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Mais avant de parler des différentes adaptations de cette légende, il est important de revenir sur la morale et l'impact de cette histoire qui résonnent encore aujourd'hui dans les foyers japonais. Malgré un ton sombre et violent, cette histoire est également très belle. Après leur défaite, les membres et soldats du clan Taira furent enterrés au temple d'Amidaji, mais leurs esprits, eux, n'acceptèrent pas cette version de l'histoire. Ils restèrent donc présents sur Terre, attendant d'être délivrés de leur fardeau. Découvrant l'histoire d'un Biwa-Oshi contant l'histoire de leur défaite, ils se servirent de son handicap afin d'accepter leur sort et de partir en paix. Ce sont donc des femmes, des enfants et des soldats qui écoutèrent le meilleur conteur du pays leur réciter le dit Deheike. Cet homme était le seul qui pouvait leur apporter calme et paix de par son incapacité à les juger avec le regard et son talent de conteur. Rappelez-vous, lorsqu'Oichi raconte le début de son histoire pour la première fois aux fantômes, il pleurait. La performance d'Oichi est accueillie par des éloges et émeut même son public aux larmes, pas seulement parce que cette histoire était belle, mais parce qu'il l'avait vécue. Oichi était donc en train de leur conter l'histoire de leur famille, de leur défaite, mais surtout de leur mort. Après de nombreuses représentations à travers le pays, le ménestrel conta une dernière fois son histoire favorite à ceux qui l'écrivirent. De mon point de vue, il est difficile de déterminer s'il y a réellement un méchant dans cette légende. Les fantômes avaient uniquement besoin de revivre l'histoire de leur défaite afin de partir en paix, et le prêtre voulait uniquement sauver son ami. Il est impossible de savoir si les fantômes du clan Taira auraient relâché Oichi à la fin de son histoire, ou s'ils l'auraient gardé avec eux pour toujours, afin qu'il leur raconte cette légende, encore et encore. De plus, le samouraï devait éprouver un certain respect pour Oichi, puisqu'il lui coupa uniquement les oreilles. Il savait sûrement que le corps qui lui était invisible se trouvait devant lui, mais il a décidé d'épargner la vie du Biwa-Oshi en respectant son souhait de ne plus compter pour eux. Le prêtre, quant à lui, inconscient de la situation, ne vit que le mal que pouvaient représenter les fantômes pour son ami, et il ne se douta pas qu'ils avaient besoin de lui afin de quitter ce monde en paix. Cependant, cette légende est généralement racontée au Japon pour sa dimension fantastique et effrayante. Elle est souvent utilisée pour rappeler aux gens de faire attention aux étrangers et aux choses étranges. La notion de bien chez les fantômes n'est pas réellement présente lorsqu'elle est racontée au Japon, alors qu'elle est pour moi primordiale. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous voyez la morale de cette histoire, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En tout cas, qu'elle soit inspirée de faits réels ou totalement inventée, cette histoire se transmet de génération en génération au pays du soleil levant. C'est pourquoi elle évolue constamment en fonction de l'époque et de ses adaptations. Si vous voulez en apprendre plus sur cette légende, je vous invite à vous renseigner sur l'histoire du Japon, et notamment la rivalité entre les clans Minamoto et Taira, que vous pouvez bien entendu retrouver dans le Heike Monogatari, ou dit Deheike, disponible en France aux éditions Verdier, également adapté en animé en 2022. The Heike Story est un magnifique animé de 11 épisodes qui adapte l'œuvre tout en prenant quelques libertés. Avec une animation bluffante et une ambiance parfaite, je ne peux que vous le conseiller. Il est d'ailleurs disponible gratuitement sur Wakanim et est disponible dans l'abonnement Crunchyroll. Si on parle d'architecture, le temple présent dans cette légende existe bel et bien.
Il porte en réalité le nom de sanctuaire d'Akama et est situé à Shimonoseki dans la préfecture de Yamaguchi au Japon. On y retrouve, tout comme dans la légende, les sépultures du jeune empereur Antoku Tenno du clan Taira et de ses soldats décédés pendant la bataille de Dan-Nura. Cependant, on peut également trouver une salle nommée Oichi où repose une statue de l'aveugle sans oreille. L'histoire du ménestrel est donc transmise au Japon depuis toujours, mais sa première mention en Occident fut en 1904 dans Kwaidan, Histoire et études des choses étranges, un recueil d'histoires de fantômes venus du Japon et dont l'auteur Lafcadio Hearn a eu connaissance grâce à sa femme japonaise. Cependant, le texte utilisé par Hearn est très inspiré de celui d'Iseki Sanjin dans son œuvre Biwa no Ikkyoku Yurei wo Kanashimu, dans le tome 2 de la série Gayu Kidan, publié en 1792. Mais est ensuite venue une flopée d'adaptations en tout genre dans différents types de médias, lui permettant de traverser les âges et de toucher tous les publics. Dans un ordre non chronologique parce que j'ai la flemme, on retrouve notamment le magnifique film Kwaidan, réalisé par le grand Masaki Kobayashi, et sorti en 1964. Il raconte 4 des histoires présentes dans le livre de Hearn et plonge le spectateur dans une ambiance incroyable, accompagnée d'une bande-son et d'une narration impeccable qui vous marqueront pour toujours. Pour vous convaincre de voir ce film, je laisse Guillermo del Toro vous expliquer en quoi cette histoire et ce film l'ont impacté dans toute sa vie. I have never seen Kwaidan. What should I expect? Well, Kwaidan by Masaki Kobayashi is a crucial film again for me, and the reason I chose it is multi-tiered because it's based on the stories of one of my favorite writers of all times, Lafcadio Hearn. Hearn is a very peculiar writer. He chronicles Japan for the West. You know, he makes accessible Japanese myth and the richness of their culture, and his fables are full of passion. Kobayashi was one of the most renowned filmmakers in Japan at the time, but he was also incredibly stubborn, and his quest to do Kwaidan the way he wanted to do it, and at the scale and the inventiveness he wanted to do it, it is not an enterprise that he rationally should have tackled, and he goes against all that and makes what I consider one of the most perfect films artistically I've ever seen. And his influence is felt in my own work in the fact that the inventiveness the film has with color and shape and filmmaking is unrivaled. Alors pour situer qui est Del Toro au 3 du fond, eh bien c'est le réalisateur de ce film, mais encore ce film ou ce film, bon, celui-là on oublie, mais il a également fait celui-ci et celui-là. Oui, c'est-à-dire beaucoup de très bons films. Donc l'un des réalisateurs les plus inventifs et originaux de son époque explique que Kwaidan est un de ses livres préférés et que son adaptation en film est une grande source d'inspiration pour lui. Est-ce que c'est bon pour vous? D'ailleurs, aucun lien à part le nom, mais un jeu vidéo du nom de Kwaidan est sorti en 2020. L'univers du folklore japonais est présent, mais aucune trace de notre ami Oichi. Tout comme le film d'horreur Bunshin Saba Oichi the Earless qui a exactement le même nom que cette légende, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire que je viens de vous raconter. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez plus de détails. Du côté de la littérature, un livre illustré intitulé Oichi, la légende des samouraïs disparus reprend également l'histoire de Lafcadio Hearn, accompagné des magnifiques dessins de Yoshimo Saito qui nous plongent dans l'univers du Japon féodal. Mais un manga s'est également inspiré de cette histoire. Je parle de Lunatic Lover de Suehiro Mauro, paru en 1997, et qui présente cette histoire d'horreur indépendante et notamment une intitulée Oichi the Earless. Ici, on peut ressentir une grosse inspiration de la part de l'auteur par rapport à la légende d'origine, même si l'histoire s'en éloigne pas mal. L'époque est contemporaine et Oichi est un étudiant qui a des visions d'horreur lorsqu'il joue de la guitare. Mais il existe également une bande dessinée de Martes Bathory, nommée Oichi le sans-oreille et autres histoires de fantômes japonais, qui est parue en 2012. Les dessins correspondent bien à cette ambiance horrifique et améliorent donc l'expérience du lecteur. Mais on ne retrouve malheureusement que très peu de choses la concernant sur internet. Il y a également eu de nombreuses pièces de théâtre qui ont présenté cette histoire partout dans le monde, que ce soit en reprenant l'histoire d'origine à la virgule près ou en la modifiant légèrement. J'oublie certainement quelques adaptations, surtout qu'il y a dû en avoir beaucoup au Japon, mais vous voilà avec de quoi poursuivre votre découverte de la légende d'Oichi, l'aveugle sans oreille qui jouait pour les fantômes.
J'espère que cette histoire vous a plu et que cette vidéo vous a donné envie de découvrir un petit peu plus le folklore japonais et ses incroyables histoires. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, que ce soit sur la légende ou sur la vidéo en elle-même. Dites-moi si une autre vidéo dans ce style vous intéresse et n'hésitez pas à proposer des idées. Sur ce, c'était Mythos, prenez bien soin de vous. Salut!